Bonjour et bienvenue au journal sur EEU TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Au sommaire, le nouveau secrétaire général de l'Association des universités africaines prend ses fonctions. L'enseignement privé de qualité a un rôle à jouer dans le système universitaire. Dans la rubrique santé, des scientifiques affirment que la suralimentation n'est pas la cause première de l'obésité. Le microbiote intestinal influence la capacité à perdre du poids. Je m'appelle Alexandra Johnson. Je suis Imelda Amoudji. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Rock at home, stay at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. Le nouveau secrétaire général de l'Association des universités africaines, AUA, professeur Olushola B. Oyewole, a pris ses fonctions vendredi 1er octobre 2021. Il succède au professeur Étienne Erwan Ehile, qui a occupé le poste de secrétaire général de l'AUA pendant les 9 dernières années, c'est-à-dire d'août 2012 à septembre 2021, pour diriger la plus grande organisation continentale d'enseignement supérieur d'Afrique, qu'est l'AUA. Le nouveau secrétaire général de l'Association des universités africaines, le professeur Olushola Oyewole, a pris ses fonctions le vendredi 1er octobre 2021. Le professeur Oyewole a été nommé secrétaire général à l'issue d'un processus de sélection compétitif auquel ont participé plusieurs candidats de haut niveau. L'annonce de sa nomination a été faite pour la première fois lors de la conférence générale extraordinaire organisée par l'association le 9 août 2021. Généralement, les 10 principaux domaines d'intérêt du professeur Oyewole sont de suite: démontrer la valeur de l'AUA à ses membres actuels, augmenter le nombre de membres de l'AUA, promouvoir l'engagement intellectuel pour positionner l'AUA comme la véritable voie de l'enseignement supérieur en Afrique, contribuer à la formation de la prochaine génération universitaire, consolider les bureaux régionaux et travailler en étroite collaboration avec eux pour le bénéfice des parties prenantes dans ces régions. Continuer à renforcer les liens avec la diaspora, renforcer les partenariats et les collaborations entre les autres institutions et l'AUA, poursuivre l'exécution de la stratégie d'éducation continentale pour l'Afrique, cultiver de nouvelles relations avec d'autres partenaires de développement et soutenir l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique et aussi soutenir l'association pour le bénéfice de ses membres et des parties prenantes. En rencontrant le personnel du secrétariat de l'AUA, le professeur Oyewole a apprécié leur engagement et leur travail acharné qui ont contribué au statut de l'association. Il leur a demandé de coopérer avec lui et de collaborer avec les institutions membres de les parties prenantes pour faire passer l'association au niveau supérieur. Il a assuré l'Assemblée de son engagement à créer un environnement propice à promouvoir une culture d'ouverture, de travail d'équipe et d'excellence afin de rehausser l'image de l'association. De son côté, le personnel du secrétariat de l'AUA a assuré le nouveau secrétaire général de son engagement et de son dévouement pour réaliser sa vision de prouver au monde qu'une institution africaine peut être différente et fournir un excellent leadership pour transformer l'espace de l'enseignement supérieur africain. La méfiance historique à l'égard des prestataires privés d'enseignement supérieur est encore bien réelle dans de nombreux pays, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, selon le docteur Roberta Malé-Bassett, responsable mondiale de l'enseignement supérieur et spécialiste principale de l'éducation à la Banque mondiale. La méfiance historique à l'égard des prestataires privés de l'enseignement supérieur est encore réelle dans de nombreux pays, en particulier dans les pays de revenus faibles ou intermédiaires, selon le docteur Roberta Malé-Bassett, responsable mondial de l'enseignement supérieur et spécialiste principal de l'éducation à la Banque mondiale.
Mais selon Madame Bassett, la distinction entre public et privé n'est plus très utile. La comparaison entre les établissements de bonne qualité et ceux de mauvaise qualité est peut-être plus valable. L'accent devrait être mis sur les domaines dans lesquels les institutions privées et publiques peuvent être plus innovantes et efficaces pour atteindre les objectifs stratégiques nationaux ou institutionnels, a-t-elle déclaré. Madame Bassett s'exprimait lors de la 19e conférence internationale sur l'enseignement supérieur privé en Afrique qui s'est tenue le 2 septembre et qui s'est déroulée virtuellement à Addis Abeba en Éthiopie. La conférence était organisée par la St. Mary's University of Ethiopia en collaboration avec l'Association des universités africaines, la Commission de l'Union africaine, le Réseau international pour l'enseignement supérieur en Afrique, le ministère éthiopien des sciences et de l'enseignement supérieur et le programme de recherche sur l'enseignement supérieur privé. Madame Bassett a déclaré que l'enseignement supérieur privé en Afrique est important car il complète la capacité de financement du gouvernement, offre des possibilités d'élargir l'accès dans les contextes de prestations limitées, permet de répondre avec souplesse aux besoins de marché du travail et offre une stimulation saine grâce à la concurrence. Mais cela s'accompagne de certains risques qui peuvent inclure une qualité inadéquate, une supervision insuffisante, des inégalités croissantes et une concurrence déloyale. Le défi de la qualité de l'enseignement supérieur privé, a-t-elle dit, est engendré par les usines à diplôme, les institutions franchisées qui sont déconnectées des besoins locaux, sociaux et économiques et les institutions virtuelles ou l'apprentissage en ligne. Le défi de l'équité, quant à lui, résulte du fait que les étudiants à faible revenu et défavorisés rencontrent les plus grands obstacles pour accéder aux rares places disponibles dans les établissements publics. Ils sont donc orientés de manière disproportionnée vers les options privées. Dans notre rubrique santé, un article de fond remet en question le modèle de l'équilibre énergétique selon lequel la prise de poids est due au fait que les individus consomment plus d'énergie qu'ils n'en dépensent. Les statistiques for Centers for Disease Control and Prevention montrent que l'obésité touche plus de 40% des adultes américains, ce qui les expose à un risque plus élevé de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales, de diabète de type 2 et de certains types de cancers. Les Dietary Guidelines for America 2020-2025 nous indiquent en outre que pour perdre du poids, les adultes doivent réduire le nombre de calories qu'ils tirent des aliments et des boissons et augmenter la quantité dépensée par l'activité physique. Cette approche de la gestion du poids est fondée sur le modèle centenaire de l'équilibre énergétique selon lequel la prise du poids est due au fait que l'on consomme plus d'énergie que l'on en dépense. Dans le monde actuel entouré d'aliments transformés très appétissants, fortement commercialisés et bon marché, il est difficile pour les gens de consommer plus de calories que nécessaire. Un déséquilibre qui est encore exacerbé par les modes de vie sédentaires d'aujourd'hui. Selon ce raisonnement, la suralimentation associée à une activité physique insuffisante est à l'origine de l'épidémie d'obésité. De notre côté, malgré des décennies de messages de santé publique exhortant les gens à manger moins et à faire plus d'exercice, les taux d'obésité et de maladies liées à l'obésité n'ont cessé d'augmenter. Selon un professeur de Harvard Medical School, le modèle de l'équilibre énergétique ne nous aide pas à comprendre les causes biologiques de la prise de poids. Pendant une poussée de croissance, par exemple, les adolescents peuvent augmenter leur consommation alimentaire de 1000 calories par jour. Mais est-ce que pour leur suralimentation est à l'origine de la poussée de croissance ou est-ce que la poussée de croissance fait que l'adolescent a faim et mange trop? Contrairement au modèle de l'équilibre énergétique, le modèle glucides-insuline fait une affirmation audacieuse. La suralimentation n'est pas la principale cause de l'obésité. Au contraire, le modèle glucides-insuline attribue une grande partie de la responsabilité de l'épidémie actuelle d'obésité au mode d'alimentation moderne caractérisé par une consommation excessive de glucides transformés et rapidement digestibles. Ces aliments provoquent des réactions hormonales qui modifient fondamentalement notre métabolisme, entraînant le stockage des graisses, la prise du poids
et l'obésité. Le microbiote intestinal influence la capacité à perdre de poids chez l'homme selon de nouvelles recherches. Le microbiote intestinal influence la capacité à perdre du poids chez l'homme selon de nouvelles recherches. Votre microbiome intestinal peut favoriser ou provoquer une résistance à la perte de poids et cela ouvre la possibilité d'essayer de modifier le microbiome intestinal pour avoir un impact sur la perte de poids. Pour mener à bien leurs recherches, le Dr Diéné et ses collègues se sont concentrés sur une vaste cohorte d'individus qui ont participé à une étude d'intervention sur le mode de vie. Au lieu d'un régime ou d'un programme d'exercice spécifique, cette intervention comportait un programme commercial de coaching comportemental associé au conseil d'un diététicien et d'une infirmière coach. Les chercheurs se sont intéressés à 48 personnes qui ont perdu plus de 1% de leur poids corporel par mois sur une période de 6 à 12 mois et à 57 personnes qui n'ont pas perdu de poids et dont l'indice de masse corporelle IMC était stable sur la même période. Après avoir pris en compte l'âge, le sexe et l'IMC de départ, les chercheurs ont identifié 31 caractéristiques fonctionnelles métagénomiques des cells qui étaient associées aux réponses à la perte de poids. L'une des principales conclusions est que la capacité du microbiome intestinal à décomposer les amidons était accrue chez les personnes qui ne perdaient pas de poids. Un autre résultat clé est que les gènes qui aident les bactéries à se développer plus rapidement, à se multiplier, à se répliquer et à assembler les parois cellulaires étaient plus nombreux chez les personnes ayant perdu plus de poids. C'est la fin de cette édition, mais avant de partir, voici un récapitulatif de nos titres. Le nouveau secrétaire général de l'Association des universités africaines prend ses fonctions. L'enseignement privé de qualité a un rôle à jouer dans le système universitaire. Et dans notre rubrique santé, des scientifiques affirment que la suralimentation n'est pas la cause première de l'obésité. Et encore, le microbiote intestinal influence la capacité à perdre du poids. Merci de nous avoir suivis. Je m'appelle Alexandra Ampaba Johnson. Et moi, c'est Imelda Amoudji.